Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café. C'est l'épisode qui complète le podcast et qui complète l'épisode hebdomadaire qui est sorti dans la nuit de mardi à mercredi. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je suis ravi de vous retrouver et de retrouver le responsable du conducteur de cet épisode, Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Eh ben ça va aussi bien que possible, je dirais. Bon, eh ben, tant mieux, Ouais, ça tant mieux. va. Tu vas mieux que mon fils qui n'a pas réussi le challenge qui s'était mis à sa Cup Fortnite. Il a commencé à faire des petites compétitions en ligne là, et a priori, bon, ça. Alors en fait, il a perdu, mais attends, je vais te dire pourquoi il a perdu. C'est que le petit frère de son pote avec qui il faisait la Cup l'a fait tomber, ça a arraché le fil de la console et du coup, il n'a pas pu ressusciter. Bon, tu vois. C'est la faute à la manette. Voilà, c'est la faute au petit frère et c'est la faute à la manette, exactement. Merci beaucoup en tout cas de nous retrouver pour cet épisode. Je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir sur patreon.com/techcafé. C'est super simple, vous lancez un navigateur pendant que je suis en train de vous en parler là ou pendant que vous écoutez l'épisode. Si à un moment vous vous dites décidément quand même, quand j'entends tout ce que j'entends dans l'épisode de Tech Café du moment, ce serait dommage que je n'ai plus cet épisode qui arrive dans mon app de podcast. Je vous invite, si vous en avez la possibilité, d'aller sur patreon.com/techcafé et d'envisager un soutien. Vous pouvez vous retrouver aussi pour discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord, et puis réagir aux épisodes avec vos petits commentaires sur techcafé.fr. Un article accompagne la parution de chaque épisode et vous pouvez bien entendu commenter le contenu de ces épisodes. Vous retrouvez de toute manière les liens vers les articles dans les notes de l'épisode et là aussi sur techcafé.fr. On compte sur vous aussi pour déposer des avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict et de nombreuses étoiles, 5 sur Spotify. Merci par avance de nous aider à rendre visible Tech Café. Guillaume, sans autre forme de procès, on réaborde les news de cette semaine. On continue, promis, va pas y en avoir autant que dans l'épisode hebdomadaire, mais on continue à relayer les infos autour de l'intelligence artificielle générative et il faut un petit peu qu'on parle de de Meta cette semaine, Guillaume. On commence cette mini-revue des nouveaux articles sur l'IA. Alors, c'est toujours des petites revues comme ça d'articles de recherche qui préfigurent souvent les progrès qu'on aura dans les mois et les années à venir. Et donc, on va commencer par 2 contributions de Meta. Effectivement, la première, c'est un article du 14 octobre qui, pour résumer, donne un petit peu la recette pour faire son propre O1 comme OpenAI. Donc, leur méthode, qui n'est peut-être pas celle d'OpenAI, parce qu'on ne sait pas grand-chose de celle d'OpenAI, consiste à demander à fine-tuner un LLM, tout à fait normal. Déjà, on va commencer par fine-tuner ce truc-là. On va le faire selon les préférences d'un juge qui va évaluer la qualité des raisonnements fournis. Donc, à un problème posé au LLM, on va lui demander de réfléchir longuement, déjà, explicitement, on va lui demander réfléchir longuement, faire un raisonnement détaillé, etc. Et puis, on va générer plusieurs, voire même plein d'échantillons de réponses, plein de raisonnements possibles, tout ça, avec des raisonnements, avec des résultats, évidemment, puis on va donner chacun de ces trucs à juger par un autre LLM qui va évaluer les réponses, qui va en rejeter certaines, qui va définir une récompense pour la meilleure. Et on va faire ça des millions de fois, le LLM va donc petit à petit s'adapter pour que le juge soit content, et finir par prendre le pli, c'est-à-dire prendre l'habitude de faire des raisonnements qui ont le plus de chances de tomber juste. C'est une procédure qui est un petit peu analogue à celle que subit ChatGPT de manière classique, c'est-à-dire le modèle de langage est encouragé, dans un deuxième temps, après avoir été pré-entraîné, il est encouragé, lors d'une phase de fine-tuning, à se comporter d'une manière que les humains apprécient. Et là, c'est pas un humain, mais c'est une procédure qui est totalement automatisée. Il va essayer de se conformer à ce qu'attend un juge qui va lui juger les raisonnements. Donc pour le modèle à former, ils ont pris un petit lama, voilà leur propre modèle à eux évidemment, le lama 3 a 8 milliards de paramètres. Et comme juge, ils vont prendre un modèle plus gros, le lama 3 a 70 milliards de paramètres, et il y en a un autre aussi qu'ils vont utiliser qui s'appelle ARMO-RM, qui lui est entraîné très spécifiquement et qui sort une réponse synthétique, un score numérique, à la suite d'un raisonnement. Donc ils appellent ça la recette du TPO pour Thought Preference Optimization, en référence à la technique du DPO, qui veut dire Direct Preference Optimization, et qui est utilisée justement pour faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire pour entraîner les modèles de langage à devenir des chatbots bien élevés. Alors avec tout ça, et comme d'habitude sur des tests synthétiques, le petit lama devient plus malin, et se passe finalement juste après GPT-4o et GPT-4 Turbo ou Mistral Large, ce qui est quand même impressionnant pour un modèle qui est vraiment un point mouche, quoi.
De manière intéressante, ça marche beaucoup mieux que juste dire au modèle de réfléchir dans le prompt, parce que ça marche pas si bien que ça. Il doit d'une certaine manière apprendre à réfléchir, hein, ça marche mieux comme ça. Par contre, si ça marche très bien sur certains types de questions logiques, ça marche beaucoup moins bien sur le fameux GSM-8 case, qui sont des problèmes d'arithmétique de niveau primaire. Ça paraît bizarre, mais c'est certainement parce que l'entraînement qu'ils ont utilisé pour faire le TPO, il se base finalement sur des types de tâches qui sont trop différentes, qui sont pas des tâches spécifiquement adaptées à ce genre de truc. Donc finalement, c'est pas forcément universel, il faudra faire très attention à chaque étape de la recette, hein, et aussi avec les ingrédients qu'on met dedans. Mais on peut quand même se dire que il est probable que dans un futur assez proche, on ait des répliques de O1 en open source, par exemple, hein. Et parce que voilà, si OpenAI a trouvé comment faire, bah, il y en a d'autres qui trouveront aussi. Alors pour conclure avec les contributions de Meta, on peut dire qu'il a fait un beau cadeau aussi cette semaine à la communauté des scientifiques qui s'intéressent à la science des matériaux. Ce cadeau, c'est OMAT24, qui est donc un modèle de deep learning, hein, avec toutes les données qui ont servi aussi à entraîner ce modèle, et qui sont aussi disponibles. Alors OMAT, c'est une sorte d'AlphaFold pour les matériaux, alors je vais peut-être me faire taper dessus encore avec cette analogie, Aïe. dans le sens où c'est un modèle qui fait de la chimie dans un domaine bien particulier, et qui s'intéresse aux propriétés, non pas des protéines cette fois, mais des matériaux, comme on en trouverait voilà, dans des batteries, dans des panneaux solaires. Donc tel arrangement d'atomes, à quelles propriétés, quelles énergies, etc. Donc on peut le savoir, encore une fois, pareil comme avec les protéines, tout ça, on peut le savoir très précisément si on fait les calculs. On peut tout calculer avec les équations de la physique et tout. Mais c'est méga long, c'est méga lourd, ça demande énormément de puissance de calcul. Et OMAT24, lui, il a appris à partir de résultats précis de calcul physique, hein, à partir justement de tout un tas de données qui ont été calculées précisément, à deviner les propriétés des matériaux beaucoup plus vite. Et donc, pour donner très rapidement, il peut donner très rapidement son avis sur un matériau nouveau. OMAT, c'est donc un modèle qui est potentiellement très utile, mais le dataset qui vient avec est encore plus intéressant parce que Meta, lui, il a la puissance de calcul. Et il l'a employé justement pour faire ces simulations physiques à l'atome près. Il a fait donc toutes ces simulations physiques précises en masse pour des énormes quantités de matériaux, et tous ces calculs-là, qui sont donc des données qui sont assez chères donc, à obtenir, il les fournit en accès libre. Donc quiconque s'intéresse à ce truc-là, quiconque voudra entraîner ses propres modèles là-dessus, possède donc des données qui ont été calculées par Meta, quoi. Donc c'est Noël, hein, vu la puissance de calcul déployée. Au MAT24, déjà, il a dû demander beaucoup de calculs, et en fait, même les datas qui ont été utilisées pour entraîner au MAT24 constituent probablement à elles seules un cadeau à plusieurs dizaines de millions de dollars. Comme quoi, hein, la source de la donnée qui aide déjà en soi, c'est très chouette. On continue, Guillaume, avec de nouveaux documents de recherche qui continuent à nous faire réfléchir au rapport entre les modèles de langage et puis les raisonnements qu'il y a derrière, c'est ça? Puisqu'on parle de modèles qui réfléchissent avec le TCO de Beta, on peut mentionner un article de l'Université de Berkeley qui va faire plaisir à quelques auditeurs, probablement 3 ou 4, le grand retour de Prolog. C'est pour vous. Et oui, enfin peut-être le grand retour, je sais pas, mais c'est finalement assez logique, hein, si j'ose dire, parce qu'on le sait très bien. Les LLM standards sont pas très forts en raisonnement logique. Alors les plus gros se débrouillent quand même un petit peu, mais c'est pas très robuste tout ça. Ils ont du mal quand il y a plus de conditions, ils se laissent facilement distraire, etc. Donc l'idée de greffer des logiciels, des outils classiques au LLM est pas nouvelle. Et c'est logique, je veux dire, parce que même nous, finalement, on va volontiers utiliser une calculatrice pour faire les calculs, on va pas faire les calculs de tête, ça sert à rien, hein. Si on veut une valeur finale quand on a fini de réfléchir sur un problème, si on veut la valeur numérique, on va forcément utiliser une calculette, c'est quand même plus logique. On va tracer une courbe aussi avec son ordinateur, tu vois. Bon, ce genre de truc, c'est très, très classique. Et c'est vrai qu'il y a assez longtemps qu'on a permis au LLM de produire du code et de l'exécuter. OpenInterpreter, par exemple, que vous pouvez installer sur votre propre PC, peut faire plein de choses sur votre ordinateur, même manipuler votre ordinateur en utilisant Python. Et le LLM, il peut s'aider de Python pour résoudre des problèmes aussi. Mais quel est le meilleur outil finalement pour résoudre des problèmes de logique ? Parce que ça dépend. Si on veut résoudre des problèmes de logique un peu compliqués avec plein d'hypothèses, de liens entre valeurs et tout, on peut utiliser n'importe quel langage de programmation. Mais Prolog, lui, possède l'unique avantage d'être vraiment prévu pour ça. Au lieu de devoir concevoir des nuées de fonctions, des variables, des tableaux, des types, tout ça, avec Prolog, on définit le problème d'une manière logique, qui est reliée à voilà. En fait, qu'est-ce qu'on fait ? En Prolog, ce qu'on fait, c'est qu'on va définir des objets, on va définir des clauses, des déclarations, on va dire que machin est égal à truc, que bidule est le paire de choses, et ensuite on définit des opérations logiques par-dessus. Et puis au final, on pose une question et on laisse Prolog se débrouiller avec toutes les infos qu'on lui a données pour donner la réponse. En quelque sorte, le problème logique est plus directement traduisible en Prolog qu'en Python ou en Java. Et c'est cette facilité que vont exploiter les chercheurs en couplant un LLM à un interpréteur Prolog. On va demander au LLM de faire le raisonnement directement sur le problème,
et en Prolog. Donc il va le faire en langage naturel et en Prolog aussi, en gros. Et donc c'est évidemment Prolog qui va par contre calculer la réponse définitive, la réponse finale. Sachant que c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'on va là aussi faire un échantillonnage, on va générer plusieurs programmes candidats, on va les tester, on va les débugger, tout ça de manière automatisée. Et le résultat, c'est qu'on a un LLM qui est donc augmenté avec Prolog et qui est nettement meilleur qu'un LLM sans Prolog, dans certains tests, évidemment, dans certains tests qui exploitent quand on lui pose des problèmes de logique. Un LLM qui maîtrise déjà bien une classe de problèmes, évidemment, on ne verra pas grande différence. GPT-4, si tu lui donnes des problèmes simples, il ne va pas trop avoir besoin de Prolog. Par contre, des LLM qui sont moins puissants, comme GPT 3.5, ou sur des types de tâches qui sont moins faciles, ça peut aller du simple au double. L'efficacité peut monter du simple au double. C'est le plus dramatique avec des types de problèmes de logique qu'on peut rendre aussi compliqués qu'on veut, parce que, évidemment, tu peux... C'est des problèmes synthétiques, donc tu peux effectivement augmenter la complexité pour tester les limites du truc, et donc tu peux fabriquer des problèmes où tu as machin implique truc, mais pas chose. Par contre, chose implique bidule 1 et bidule 2, mais certainement pas truc 3, attention. Donc ce genre de problème, parfois un peu artificiel, mais finalement assez général, hein, ça peut être un cauchemar pour les LLM. GPT-4 peut s'y noyer complètement. Alors que si tu le mets en tandem avec Prolog, ça passe crème. Parce qu'il faut voir que dans ce cas, c'est vraiment Prolog qui fait le raisonnement. En fait, GPT traduit le problème pour Prolog. C'est ça l'idée. Prolog sait faire de la logique aussi complexe qu'on veut, mais il comprend que dalle au langage naturel. A l'inverse, les LLM comprennent le langage naturel, ils comprennent même les sous-entendus. Ils peuvent développer des trucs à partir du langage naturel. Par contre, ils sont plus limités sur les raisonnements complexes directement en langage naturel. Du coup, Prolog serait peut-être l'avenir de l'IA, comme en 1986. C'est pas fou? C'est beau. N'oubliez pas les prologues, c'est important. Il faut tout, il faut le prologue aussi. On parle un peu des modèles multimodaux, Guillaume, qui sont capables d'exploiter le texte, l'image, le son, qui sont du coup sujets à des hallucinations, à la complétude de leurs compétences, hein, des hallucinations, elles aussi multimodales. Les LLM hallucinent en permanence, hein, ça on le sait bien, ils n'ont aucune notion de la vérité, de toute façon ils écrivent volontiers n'importe quoi, parce qu'ils font aucune différence. Pour eux, ça fait aucune différence. Or, les chatbots sont désormais multimodaux, donc ils voient, ils entendent, et ça les empêche pas d'halluciner, bien au contraire, ça leur donne même des occasions supplémentaires de le faire. Tout simplement parce que les diverses modalités peuvent se contaminer les unes les autres. Par exemple, imagine que j'ai une vidéo d'un gars qui bricole, avec un clou à l'image et un marteau juste à côté, puis il fait ça dans son jardin, et il commente, donc on entend sa voix, on entend les oiseaux dans le jardin, puis on demande à Gemini s'il entend des coups de marteau. Et Gemini, ça va lui arriver de dire que oui. Parce que le contexte de l'image contamine ce qu'il perçoit du son. Un marteau augmente énormément la probabilité qu'il y ait un son de coup de marteau. Exemple inverse, une vidéo prise à une fenêtre où on voit des toits d'une ville comme ça, puis on a un ciel gris orageux, le son, lui, c'est un coup de tonnerre. Mais on voit rien à l'image, il n'y a pas d'éclair, on entend juste le coup de tonnerre. Si on demande à Gemini, est-ce que tu as vu un éclair, il peut répondre oui. Parce que là, c'est l'audio qui domine. Un son de tonnerre, il est corrélé fortement avec un visuel d'éclair. Et ça peut être aussi le texte qui domine. Si on a une vidéo d'un gars qui se filme avec des petites baskets au bout des doigts, qui s'amuse à marcher ou à faire du skate avec ses doigts, il rigole, et qu'on demande donc en texte, via le texte, s'il voit des chaussures portées sur des pieds, dans la vidéo, il va dire que oui. Parce que là, le texte domine. Sûr, ouais. Il voit des chaussures, donc il y a la notion de chaussure, et ça, c'est corrélé très fortement avec pied, et quand tu lui suggères au texte le mot pied, il va penser que c'est très très probable, et donc oui. Donc la contamination intermodalité, c'est en fait assez fréquent, et c'est fréquent quand les modalités ne matchent pas, quoi. C'est-à-dire quand l'image ne matche pas avec le texte ou le son comme c'est prévu. Comme le modèle est fondamentalement un prédicteur, ça peut l'induire en erreur. Donc GPT 1.5, il est résistant à ce type d'hallucination à 90% du temps pour la contamination visuel-langage. Visuel-langage, donc texte graphique. Texte photo, quoi. Donc une fois sur 10, il se plante quand même, hein. Pour l'audio, c'est-à-dire pour la contamination audio-texte, et pour le mélange des trois, c'est beaucoup moins évident. Il est même assez vulnérable à l'audio, en fait. Et pour les modèles plus petits, et en particulier des modèles open source, comme des variantes de Lava ou de ChatGPT 4 vidéo, il y a des scores qui sont très variables et parfois assez faibles. Par exemple, Qwen 2 audio, il se laisse avoir très facilement par les contaminations texte-audio. Donc méfiance, plus il y a de modalités, plus il y a aussi d'occasions de se planter. On va conclure les documents de recherche avec sans doute la crème de la crème. Heureusement que tu es là pour arriver à nous rendre compréhensibles de tels documents de recherche. Il est question de nouvelles manières de concevoir
les... ça va pas être facile à présenter, Les Guillaume. Transformers, Les Transformers en capitalisant sur une structure d'une sphère ou même d'une hypersphère. Le but, en tout cas, in fine, c'est d'accélérer l'apprentissage, hein, Guillaume, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça. C'est chez Nvidia où on essaye d'optimiser l'entraînement des IA en repartant un peu de zéro, enfin presque, hein. Donc, ils ont une idée qui est relativement simple, qui pourrait diviser quand même par 4 ou 20, enfin entre 4 et 20, le coût d'entraînement des modèles, le temps d'entraînement ou le coût d'entraînement des modèles. Et cette astuce, c'est de contraindre les vecteurs des matrices qui constituent nos chers transformers à être normalisés. Alors un vecteur, ça a une longueur, hein, on dit une norme, hein, et quand cette longueur est de 1, on dit qu'ils sont normalisés. Donc deux vecteurs de norme 1, ils sont tous les deux sur la sphère de rayon 1, qui a de centre 0, quoi, par définition, quoi, voilà, ils sont sur la sphère unité. Dans le cas des transformers, un transformer, vous savez, hein, c'est des milliers de matrices dont les vecteurs sont de très très haute dimension. C'est-à-dire qu'ils ont énormément de chiffres, ils sont de très haute dimension, potentiellement des milliers. Mais ça ne change pas le fait qu'on peut aussi calculer facilement leur longueur, hein, exactement de la même manière, et on peut même les raccourcir si on le veut pour que cette longueur soit 1. Et c'est ce que les chercheurs de Nvidia vont faire, c'est qu'ils vont contraindre tous les vecteurs de toutes les matrices, donc de leur nouveau transformer, à rester sur une sphère, mais en dimension watt-million, on appelle ça une hypersphère. Et finalement, c'est à peu près tout. Ils vont donc raccourcir tous les vecteurs pour qu'ils soient tous de longueur 1. Et ils appellent ça NGPT, avec le N pour Normalized. Et alors, on peut se dire, mais alors, qu'est-ce que ça peut faire, ce changement ? Bah oui, quel intérêt Pourquoi à part le délire de mettre ça sur une sphère. Alors, c'est rigolo de foutre ça sur une hypersphère, mais le truc, c'est que ça va déjà harmoniser un petit peu le bordel, parce que sinon, rien n'empêche les vecteurs d'avoir de très grosses composantes et d'autres de très petites composantes. Enfin, un même vecteur peut avoir de très grosses composantes, de très petites composantes, on ne sait pas, en fait, c'est tout à fait possible. Et surtout, tous les produits de matrice deviennent des sortes de comparaisons. C'est-à-dire qu'en faisant un produit de matrice, on fait une succession de produits scalaires. Donc, si les vecteurs sont normalisés, en fait, ça revient à comparer les angles que font ces deux vecteurs entre eux, dans l'hyperespace. Mais en fait, c'est exactement pareil que dans l'espace normal, c'est juste qu'il y a plus de dimensions. Donc tous les produits deviennent des comparaisons d'angles avec des valeurs bien définies entre -1 et 1. Il n'y aura pas de valeur qui explose et pas de valeur qui s'évanouit subitement, parce que en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ne va pas prendre chaque vecteur et qu'on ne va pas juste les rétrécir, hein, tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va contraindre à chaque étape de l'entraînement, on va contraindre ces vecteurs à rester sur la sphère. Mais donc ça veut dire qu'on ne va pas écraser les valeurs qui sont petites, on ne va pas les détruire. En fait, on va juste entraîner le truc différemment. Voir qu'on ne peut pas prendre un transformer qui est déjà fait et le transformer en un truc sur la sphère, il faut l'entraîner de zéro là-dessus. Il faut vraiment l'entraîner pour qu'il se comporte d'une certaine manière. Et en fait, cette manière, finalement, comme on ne manipule finalement que des angles et qu'on reste toujours sur la sphère, quelque part, le transformer, ça devient une opération, une transformation de nature géométrique, qui fait se balader des trucs sur l'hypersphère. Alors, quand même, donc effectivement, pour que tout ça fonctionne en pratique, il faut changer quelques petites choses, des petits trucs un petit peu partout, dans les formules des transformers, il faut même rajouter quelques paramètres d'apprentissage, mais pas forcément beaucoup. Et même dans la manière dont on entraîne le truc, ça change un petit peu, et donc voilà, il faut, encore une fois, les NGPT doivent être réentraînés de zéro. On ne peut pas juste prendre les vecteurs et les réduire. Mais quand on fait ça, ce qu'on constate, enfin ce que les chercheurs de Nvidia constatent, c'est que NGPT converge beaucoup plus vite qu'un transformer standard. Si on compare la courbe des erreurs que fait le NGPT au fil des itérations, hein, au fil des exemples qu'on lui montre lors de son entraînement, vis-à-vis d'un transformer classique, sur les mêmes données avec le même nombre de paramètres, l'erreur va baisser beaucoup plus vite avec NGPT qu'avec un transformer standard. Les expériences ont été menées avec des NGPT qui vont jusqu'à 1 milliard de paramètres, donc c'est pas énorme, mais bon, c'est quand même des modes, enfin voilà, c'est pas des tailles ridicules, quoi. Et ça converge toujours beaucoup plus vite. Et ça converge même d'autant plus vite. Enfin, l'accélération est d'autant plus grande qu'on a une large fenêtre de contexte. C'est-à-dire qu'on fait, dans le cas d'un modèle de langage, par exemple, dans le cas d'un modèle de langage, ça voudrait dire qu'on prend des groupes de mots beaucoup plus longs. Et en fait, au plus tu prends des groupes de mots longs, au plus tu entraînes sur des fenêtres de contexte importantes, des groupes de mots longs, au plus il faut de calcul. Ça bouffe énormément plus de calcul de faire un entraînement sur 8000 mots que sur 1000 mots, par exemple, tu vois, sur une fenêtre de 8000 mots que sur une fenêtre de 1000 mots. Ce qui veut dire que l'accélération intervient justement là où la quantité de calcul nécessaire est la plus grande. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'en plus il y a des tests de plus haut niveau, donc en fait on fait passer des questionnaires aussi à ces nouveaux NGPT, on leur a fait passer des questionnaires assez simples, parce que c'est pas des gros modèles, mais on leur a fait passer des questionnaires pour voir à quel point ils se plantaient, voilà, c'est toujours pareil, on essaie de voir à quel point ils sont malins ou à quel point ils sont débiles, parce que
NGPT pourrait converger beaucoup plus vite, mais il pourrait être complètement neuneux aussi, tu vois. Et en fait, non. On voit vraiment effectivement qu'un NGPT qui est entraîné 20 fois moins qu'un transformer a les mêmes scores qu'un transformer sur le même questionnaire. Donc ça veut dire que potentiellement, on peut espérer effectivement avoir entraîné des modèles pour 20 fois moins cher. 20 fois moins cher, j'en connais qui ont déjà des étoiles dans les yeux. Hein. Ouais, ça doit faire rêver, effectivement. Quelle économie. Merci beaucoup déjà de nous avoir permis de comprendre ce document de recherche et puis de nous l'avoir identifié, de nous le partager, Guillaume. On va mettre de côté, on vous l'avait promis, les sujets autour de l'intelligence artificielle pour nous retourner vers des sujets qui s'en éloignent un petit peu pour partie, hein, mais en tout cas, on va commencer par la nouvelle fournée de Kindle. Parce que oui, il y a des nouvelles versions des liseuses de chez Amazon, les Kindle. Tout cela présenté par quelqu'un qu'on avait l'habitude de voir sous d'autres augures, Guillaume. Et oui, il faut se rappeler que Panos Panay a changé de crèmerie. Et tout à fait. Alors, et qu'est-ce qui devient ce panais, ce légume oublié? Non, pardon. C'est pas Désolé. bien. C'est facile. Trop facile. Donc, oui, parce que Panos était donc le chef de la division appareil de Microsoft hein, jusqu'à l'an dernier. Il a remplacé Dave Limp, en fait, chez Amazon, qui est devenu le CEO, lui, de Blue Origin. Et donc, Panay avait supervisé les produits Surface, et même cette Surface Duo hein, à 2 écrans, que perso, je trouvais plutôt sexy, mais qu'il a malheureusement jamais vu le jour. Et donc là, il est responsable des appareils chez Amazon, hein, au sens large, et donc il a fait des Kindle. Hein. Ça nous donne l'occasion de revenir un petit peu sur ces nouveaux Kindle remarquables. De l'année, le Kindle Scribe 2 et le Color Soft, oui, parce que le Scribe, évidemment, il fait penser à un Remarkable. Donc une autre liseuse grand format avec un stylet comme la Kobo Ellipsa aussi. C'est un truc qui fait 10,3 pouces avec un écran en 300 dpi, ce qui est un petit peu mieux d'ailleurs qu'un Remarkable, avec 16 Go de stockage et elle est à $400, 429 €, qui est un prix assez compétitif pour ce genre de produit avec ses spécifications. Quoi. Donc, alors le but évidemment c'est une sensation totalement papier, avec le stylo, tout ça, vraiment la couleur, le stylo, tout est totalement papier. Pour le Color Soft, c'est simple, c'est une liseuse couleur, du coup, à $280, qui est étanche et compatible charge sans fil. J'ai vu passer une Kobo couleur aussi, d'ailleurs, sans fil, qui est disponible depuis quelques temps, qui n'est pas si cher que ça, c'est la Clara Color, je crois. Et donc, ce qui est cool, c'est qu'on a enfin une démocratisation des liseuses couleurs, hein, c'est pas trop tôt quand même. Ça fait un petit moment que ça existe, mais enfin, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Alors bien sûr, on est en 2024, donc la Kindle Scribe a un petit peu d'IA, hein, sinon comment on fait ? Elle reconnaît donc l'écriture et la transcrit, et elle est capable de transformer vos notes de brainstorming, voilà, que vous avez torché comme un cochon, là, en quelque chose de ce près présentable en réunion, quoi. Hein, donc résumé, remise en forme, changement de ton et de style. Bon, du classique désormais, hein, puisque voilà, tout le monde s'y met. Alors Panay dit qu'il veut pas faire de l'IA pour de l'IA, ni même des fonctions pour des fonctions, hein, il veut pas faire de couteau suisse, il veut faire un truc excellent dans son propre domaine. Il veut rendre la Kindle si simple qu'elle en deviendrait parfaite. Une simplicité qui est donc très complexe à atteindre. La nouvelle Scribe. Il n'a pas changé, hein. Non, il n'a pas changé. changé. Non, il te met toujours des photos de sa fille, il te fait toujours l'article en essayant de t'émouvoir. C'est toujours le même. Hein. Évidemment, il ne faut pas réinventer quelque chose que les gens ne veulent pas qu'on réinvente. Donc, Panay ne se réinvente pas vraiment, d'ailleurs. Il faut le dire. D'ailleurs. Voilà, donc il a, après avoir essayé de... C'est marrant parce qu'il dit qu'il veut être dans la simplicité, vraiment l'épure, tu sais, alors qu'il a quand même essayé de concevoir une tablette pliable qui fait tout, mais bon, c'est marrant. C'est rigolo, mais bon, pourquoi pas. C'est vrai. En tout cas, la Kindle Scribe 2, donc c'est la deuxième version de la Kindle Scribe, a l'air plutôt sexy. Et la Color, du coup, qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'arrivée de la couleur ? Alors oui, ok, comme tu le disais, hein, c'est pas Amazon qui invente ça, il y a d'autres produits qui le font déjà. Toi, la couleur, c'est un motif pour changer ta liseuse ou pas, Guillaume ? Ouais, moi j'aimerais bien une liseuse couleur, mais une liseuse couleur de plus grand format. En fait, moi j'aime bien les trucs à partir de 8 pouces. Hein. C'est ce que je préfère. C'est vrai que. D'ailleurs, elle fait combien la Color, là Color Soft, je sais plus quelle taille. La Color Soft, je crois qu'elle fait 7, ouais, c'est ça, 7 pouces. 7 non, elle n'est pouces. pas énorme. Mais oui, moi, la couleur, moi je suis complètement pour. Hein. Ça a l'air très bien. C'est pas encore aussi flashy que sur du papier, hein, mais ça avance quand même. Bravo, belle progression. Donc vous l'avez pas compris, pas que de Kindle, mais ça arrive aussi chez Kindle. Des serveurs chez Amazon et Google qui nécessitent toujours plus d'énergie, Guillaume, pour faire tourner l'intelligence artificielle. Et oui, on y revient. Et il faut passer à la gamme du dessus, hein, c'est ça ? L'idylle entre la tech et le nucléaire continue, et il y a encore Amazon et Google qui viennent de signer des deals assez significatifs quand même, qui orientent un petit peu leur stratégie future. Enfin,
peut-être la stratégie, c'est juste de manger à tous les râteliers, je pense, mais bon. Puisque Google veut acheter 500 MW de puissance qui seraient donnés par 7 petits réacteurs conçus par Kairos Power. Alors, c'est des trucs, c'est des projets. Hein. Le premier réacteur entrera en service en 2030 et c'est des tout petits réacteurs. C'est vraiment des réacteurs de poche, quoi. De toute façon, 500 MW sur 7 réacteurs, c'est clairement des tout petits réacteurs. C'est le premier contrat qui concerne des mini-réacteurs modulaires, donc qui n'ont pas été construits, mais dont l'idée principale est d'être plus petits. Ils sont produits en série, enfin, en tout cas, ils sont produits avec des pièces qui sont faites en chaîne à l'usine. Et donc, ça serait moins cher, évidemment. Et il serait donc plus sécurisé. En cas de problème, le régime par défaut d'un mini-réacteur comme ça, ce serait de s'éteindre. Quoi. Globalement, il ne pourrait pas y avoir d'emballement. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Google promet d'acheter la production et Amazon, de son côté, va presque plus loin, puisque lui, il va investir dès maintenant dans la conception de petits réacteurs. Alors, il va financer des projets de diversification de deux énormes boîtes de l'énergie, de Energy Northwest et Dominion, qui voudraient se doter de petits réacteurs aussi, hein, et en fait c'est pour aider à étendre finalement des sites où Amazon se fournit déjà, puisque c'est déjà des sites où il prend de l'énergie, puisqu'il y a des gros data centers dans le coin. Il injecte aussi 500 millions dans X-Energy, qui est une start-up hein, spécialisée dans les mini-réacteurs de poche. Donc ils ont, eux, un design sous forme de pastilles. Donc c'est des espèces de tubes dans lesquels tu mets des pastilles dites TRISO, pour Tristructural Isotropic. Et ça contient à la fois tout, enfin les petites pastilles en fait elles contiennent tout, l'uranium, le graphite et le tout enrobé de céramique. La céramique qui donc résisterait à la chaleur intense hein, du bordel, pour finalement tout contenir en cas de souci. Quoi. Voilà, ça tout resterait, voilà. Et ce serait à toute petite échelle puisque c'est 80 MW par réacteur et ça fonctionnerait par bloc de 4, donc 300 MW par centrale, on va dire, en tout cas par élément de centrale. À voir si tout ça marche comme prévu. Bon, ben, c'est quand même plutôt pour la prochaine décennie. On verra bien, donc, effectivement, si dans la décennie 2030, il y a un retour un gros retour de nucléaire et surtout un envol de ces petits réacteurs qu'on nous promet depuis pas mal de temps déjà. Et ça pourrait aider, hein, évidemment, à lutter contre le réchauffement climatique ou en tout cas tendre à limiter l'utilisation d'énergie carbonée. On parle un petit peu, Guillaume, de SpaceX. On continue même à parler de SpaceX. Oui, une petite série de news espace, parce qu'il s'en passe des choses. Hein. On vient d'envoyer Europa Clipper, là, qui, comme son nom l'indique bien, va aller sur Europe. Pas en Europe, hein, sur Europe, la lune de Jupiter, hein, pour y chercher éventuellement des traces de vie. Parce qu'il y a beaucoup de vie en Europe, quand même, hein, on ne dirait pas. Europa Clipper, c'est quand même une mission à 5 milliards de dollars, hein, qui embarque 9 instruments, et qui va faire au moins une cinquantaine de passages à basse altitude au-dessus de cette lune gelée hein, de Jupiter, des passages vraiment proches, puisqu'elle devrait atteindre 25 km seulement au-dessus de la surface. Donc elle va avoir une belle vue, quoi, hein, tout va y passer, il va y avoir aussi un spectromètre pour la poussière, hein, des champs magnétiques, les plasmas, faire des photos en tout, en ultraviolet, infrarouge, voilà, le total. Et on pourrait voir plein de choses, hein, sonder sous la surface aussi, puisqu'il y aura un océan immense hein, sous la croûte de glace, il y a des geysers qui éjectent d'ailleurs de la matière donc qui provient de sous la glace, et on pourrait donc y repérer peut-être des molécules caractéristiques peut-être de la vie, on ne sait pas. Peut-être, on verra, elle n'arrivera pas avant 2030, et comme énormément de missions ces temps-ci, Europa Clipper a été lancé par une fusée SpaceX, en l'occurrence une Falcon Heavy, donc voilà, SpaceX a le vent en poupe, hein, c'est peu de le dire. Il y a encore de sécuriser pour au moins 733 millions de dollars de contrats pour l'armée, hein, avec 9 lancements de satellites. Donc c'est la Space Force hein, qui aurait des exigences qui de toute façon avaient laissé que 2 candidats en lice. Hein. Il y avait SpaceX et l'ULA. L'ULA c'est la United Launch Alliance. Et SpaceX évidemment remportait le morceau, et c'est encore un coup dur pour Boeing, hein, qui est déjà bien dans la sauce. L'ULA c'est de l'alliance entre Boeing et Lockheed Martin. Donc vraiment des acteurs historiques de l'aérospatiale américaine, qui sont clairement en perte de vitesse, on peut le dire. Donc SpaceX vient de lancer sa 100e fusée de l'année, hein, c'est fou, hein, il veut encore augmenter la cadence, il avait même demandé à la Commission de Californie d'augmenter le maximum de lancers de la base de Vandenberg de 36 à 50, ça a été refusé parce que voilà, ça bien comme ça, mais bon, ça montre à quel point il faut au feu de tout bois, quoi, hein. Ils veulent aussi mettre à jour leur flotte de satellites Starlink en version 2, ils veulent les faire tourner aussi un petit peu plus proche de la Terre, faire des petits ajustements qui pourraient multiplier par 10 la vitesse de leur offre Internet spatial. À terme, il devrait y avoir 30 000 Starlink Gen 2. La FCC a déjà validé le lancement de 7500, ce qui en soi est déjà énorme. Et donc SpaceX bouffe tout, et la NASA a du mal à suivre, et c'est difficile de ne pas le remarquer, hein, puisqu'il faut suffit de regarder le SLS, hein, qui est donc leur gros lanceur lourd, le plus gros lanceur que la NASA ait fait, quoi, et c'est un lanceur qui est traditionnel, quoi, qui n'est pas réutilisable, et chaque lancement coûterait dans les 4 milliards de dollars, soit 4 fois plus que le budget initialement prévu, Wow. hein, qui était déjà conséquent.
Le programme Artemis fait du coup beaucoup parler quand même. Artemis sera d'ailleurs très probablement, Artemis 2, là, la suite, va être probablement reportée. Parce que durant le dernier lancement d'Orion, il y a 2 ans, là, il y a eu des soucis de bouclier thermique qui ne sont pas encore résolus. Il y a plein d'autres trucs qui sont pas prêts non plus côté SLS, et bon voilà, tout ce qui tourne autour, quoi. Et donc ça commence à gueuler. Et ça commence à gueuler même chez les gens qu'on entend en général pas sur le spatial, quoi. Par exemple, il y a Michael Bloomberg, le milliardaire des médias, qui a même appelé à annuler le SLS carrément, donc cette fusée méga chère et donc pas super moderne. C'est pas très original, parce qu'il y a beaucoup de gens qui gueulent sur le SLS quand même, mais il appelle aussi carrément à simplifier massivement Artemis. Parce que Artemis, c'est hyper ambitieux. Il y aura une base donc autour de la Lune, ravitaillement en vol, ravitaillement autour de la Lune, tout ça. Donc là, lui, ce qu'il dit, bon, nous emmerdons pas, faisons juste un Starship, il va aller là-bas, direct, et puis c'est bon, quoi. Tu vois, pas la peine de se casser la tête et de dépenser 100 milliards de dollars pour ça, parce que là, c'est minimum le truc, 100 milliards. Donc, on sait pas trop. Les élections approchent. Ça va être quand même intéressant de voir quelle sera la position du prochain président là-dessus, parce que pour l'instant, Artemis, bon ben voilà, en tout cas, t'inquiète pas qu'Artemis 2, il sera pas lancé. Le prochain candidat à la Maison-Blanche, il sera bien en poste quand il sera lancé, à mon avis. Et évidemment, dans la continuité, encore plus, comme je l'avais dit quand on avait déjà parlé de SpaceX la dernière fois, ça pose aussi question sur les avancées côté Europe, mais l'Europe qui continue à défendre bec et ongle ses valeurs avec des dispositifs légaux destinés aux GAFA. Mais justement, a priori, ce serait Tim Cook, Guillaume, qui se serait plaint lui-même de ces vilains européens auprès de Donald Trump. Et c'est Donald Trump qui le dit, donc. Eh bien oui, puisqu'on en parle, là, des élections, faisons une petite section de Trump. Voilà, on s'en lasse pas, quand même. C'est pas que Trump discute apparemment... disons, on n'en sait rien, évidemment, mais apparemment, d'après ce qu'il dit, Trump discute apparemment tout le temps avec les grands patrons de la tech, tout le monde. Voilà, Tim Cook l'aurait appelé pour se plaindre de nous. Alors, pas de Tech Café à cause de moi, non, se plaindre de l'Europe. Tim aurait fait son ouin-ouin aussi sur les amendes et les redressements fiscaux suite de plusieurs milliards dont il a écopé, le pauvre chou. Et Trump, il comprend. L'Europe se finance sur le dos des États-Unis comme ça, c'est bien connu. Voilà, avec ce fric volé à Apple, on finance nos boîtes. Donc Donald, il va ranger ça, de toute façon, c'est un scandale. Puis il déteste l'Europe, de toute façon, c'est pas nouveau, on le sait bien. Mais il n'a pas parlé qu'avec Cook, il a parlé avec Zuckerberg, avec la Sundar Pichai aussi. Il va faire quelque chose à propos de Google, parce qu'on trouve que des histoires négatives sur lui, sur Google, c'est pas normal. Il a parlé à Sundar là-dessus, il veut faire quelque chose, mais pas trop, parce que quand même Google, c'est des winners. C'est une réussite américaine, on a besoin de ça. On a besoin de ça dans l'économie, parce que les Chinois, tu vois, et puis sinon... mais bon, sinon, faut pas exagérer, parce que normalement, il devrait y avoir autant d'histoires positives que négatives que sur Google, c'est normal. Donc c'est truqué, il faut casser ça, mais en même temps, non. Et puis TikTok, c'est une menace aussi, il faut faire quelque chose. Mais il n'est pas un fan de Google, mais alors TikTok, bon, grosso modo, c'est ce qu'a dit Trump, donc c'est à peu près incompréhensible. Ça part dans tous les sens, il change de sujet, il râle comme un vieux pépé constamment sur tout et n'importe quoi. Il n'y a pas moyen de lui faire dire, par exemple, simplement si oui ou non il est en faveur d'un démantèlement de Google, puisque c'est sur la table. Alors, si vous voulez rigoler, il y a 1h30 d'interview sur Bloomberg, du Bloomberg News en lien dans les notes de l'émission. Je compatis avec le journaliste qui tente de le ramener vers les questions qu'il pose, parce qu'il part en vrac à chaque fois. Trump affirme qu'il discute avec tout le monde, c'est impossible de savoir si c'est vrai ou pas. Donald a toujours été comme ça, il s'arrange pas, ça part en cacahuète, là, franchement. Je sais pas si t'as vu la semaine dernière, lors d'un meeting, il a passé 40 minutes à se dandiner sur de la musique. Il n'y avait pas de questions, pas de discours, que dalle, un meeting qui a été écourté, pas de raison claire, il y a eu un malaise dans le public. Enfin, c'est pas une raison de passer 3 quarts d'heure à faire rien, quoi, je sais pas, pendant 9 chansons. Personne n'a vraiment compris. C'est peut-être marrant, dans un sens. Mais bon, ce qui est moins marrant, c'est que... c'est le documentaire qui est passé ce dimanche sur France 5, sur Trump et ses influences russes. C'est un documentaire très instructif d'Antoine Vitkin, qui met en évidence témoignages d'ex du KGB et de la CIA à l'appui, que l'extrême droite américaine est la cible de l'influence russe, et qu'elle a été infiltrée dès les années 80. Ces années, d'ailleurs, cette année-là, dans les années 80, les Russes avaient une centaine d'agents infiltrés, mais genre comme dans la série The Americans, vraiment. Et ils se sont rapprochés de Trump. Un sujet prometteur à Trump, narcissique, vénal, et au bord de la faillite, surtout, dans ces années-là. Il y a un tiers des appartements de la Trump Tower que Trump a vendus en urgence pour se renflouer, donc à cette époque-là, qui ont été achetés par la mafia russe. En 87, Trump va en Russie pour discuter avec Poutine. Trump va en Russie pour discuter d'une Trump Tower à Moscou. Pas avec Poutine, mais il va en Russie pour discuter d'une Trump Tower à Moscou. Il va y aller plusieurs fois et y faire on ne sait pas trop quoi, mais voilà, peut-être pas que des photos de vacances. Et ça va correspondre bizarrement à un soudain d'intérêt pour la politique.
va commencer à critiquer ouvertement l'OTAN, tout ça, puis après, il y aura la course à la présidence. Donc c'est un documentaire qui est très troublant, quoique Trump lui-même ne se soit jamais caché tant que ça, hein. Il a dit qu'il pourrait très bien s'entendre avec Poutine, et Poutine serait ravi de le voir revenir, ça c'est clair. Bon, on a un candidat chaotique, qui radote à sans cesse des délires, qui croule sous les affaires judiciaires et qui est dangereusement proche des Russes. Ça fait quand même pas mal, hein. Ce qui me fascine totalement, c'est qu'il pourrait encore quand même être élu. Malgré tout ça, Kamala n'a pas assez d'avance pour s'assurer la victoire, loin de là. Et quand je vois qu'Elon Musk roule à fond pour lui, je trouve ça quand même pathétique. T'as vu ses dernières trouvailles? Acheter les électeurs. C'est quasi ça, hein. Il fait gagner 1 million par semaine à des tombolas qui ont lieu dans des meetings républicains dans les swing states, et pas ailleurs, hein, dans les swing states. Il offre $100 à tous les habitants de Pennsylvanie, il offre $47 si vous parrainez un ami. Bah, c'est un délire. Je veux dire, et son pognon sert aussi à financer directement le ciblage politique, hein. Le ciblage politique le plus cynique du monde. Il a créé un pack pour ça, un pack pour faire de la pub en ligne, et il cible les électeurs à la rue près. Et bon, bah, il va cibler les musulmans du Michigan, par exemple, en disant que Kamala est pro-Israël, et il va cibler les juifs de Pennsylvanie en disant exactement l'inverse, qu'elle est du côté du Hamas. Il recule devant rien, bah, tout est bon. Franchement, rien que pour ça, je trouve que Trump... honnêtement, rien que pour ça, je prie que Trump ne passe pas. Bon, il y a 1 million de raisons de prier pour que ça arrive, hein, pour que Trump ne passe pas. Mais enfin, quand même, emmerder Elon Musk, c'est dans mon top 10. Et je voulais, je dois le dire, Guillaume, te remercier et te reprocher quelque part d'avoir mentionné ce sujet dans les notes de l'épisode. Alors, je donne des éléments de contexte, c'est que, bon, évidemment, je fais ma veille un peu au fil de l'eau, mais il faut bien que je recoupe le conducteur que tu prépares pour chaque épisode. Et donc, évidemment, je repassais, alors, notamment hier, les différents éléments du supplément. Et je tombe sur ce documentaire que je n'avais pas vu. Je ne l'ai pas vu dimanche, mais j'ai vu le lien. Je me suis dit, putain, c'est intéressant. Alors, je le lance. Évidemment, ce documentaire, il dure de bonnes heures, quoi. Donc, bon, ben, je l'ai regardé hier soir, alors que j'avais absolument pas prévu de le voir. Je me suis couché tard par ta faute, mais Guillaume, ça m'a captivé. J'ai trouvé ça hyper intéressant. En fait, moi, j'étais pas du tout au fait de l'antériorité de la relation de Donald Trump avec la Russie. Alors, évidemment, tout ça est un documentaire et ça nécessiterait d'être un peu plus prouvé, étoffé. Enfin, il y a quand même des éléments qui sont au moins, comme tu le dis, troublants. Je reprends tes termes, Guillaume, et qui montrent qu'effectivement, il y a des ramifications possibles. Il y a de ça 40 ans dans les fonctionnements de la Russie. Et j'invite vraiment les auditeurs à aller jeter un coup d'œil sur ce documentaire. Il est dispo en plus encore pas mal de temps, jusqu'au début 2025, si je dis pas de bêtises, sur France TV. Et ça vaut évidemment beaucoup le coup. Donc merci beaucoup. Oui, oui. Alors justement, si vous avez pas forcément le temps ou l'envie de regarder l'intégralité du documentaire, Antoine Vitkin est allé donc sur le podcast Le Monde devant soi, donc de Slate Audio. Et donc vous pouvez écouter, c'est beaucoup plus court, je pense que et ça puis doit c'est audio. voilà, c'est audio, c'est beaucoup plus court, ça doit être 30-40 minutes. Et ça vous permet effectivement d'avoir déjà un premier aperçu, un résumé voilà, de ce qui parle, de comment il a fait ce documentaire et tout. Donc il y a pas mal d'éléments déjà dans ce podcast, qui est donc une sorte de moyen terme si vous n'avez pas envie de vous fader les 2 heures. Mais honnêtement, les 2 heures passent vite, hein, cela dit. Je dois dire que d'avoir les images, c'est évidemment... Enfin, pour moi, ça m'a beaucoup plu. Bon, allez, on enchaîne quand même. On continue à parler de politique, Guillaume, avec le micro-ciblage, hein, c'est ça? Non, mais ça, ça faisait partie des éléments que tu avais indiqués qui vont jusqu'à la rue, pardon. Excuse-moi, je reprends, excuse-moi, j'ai perdu le fil. On enchaîne avec les choix des constructeurs de puces, et en particulier Intel et AMD, qui, un peu comme dans certains films, hein, se retrouvent face à un grand méchant, un grand défi, et qui sont obligés de faire alliance. Ben oui, revenons à des choses plus nobles que la politique, les processeurs. Voilà une valeur sûre, on n'est jamais déçu. Enfin si, on peut être déçu, mais pas autant. La grosse news de cette semaine est la réunion comme touchante, hein, main dans la main d'AMD et d'Intel. Il y avait Pat et Lisa qui se sont fait un gros béco, enfin bon quand même pas, mais enfin ils étaient quand même tous les deux à la fondation du groupe de conseil pour l'architecture x86, une sorte d'association pour soutenir l'architecture compatible Intel et que voilà, qui est donc utilisée par les puces Intel et par les puces AMD aussi. C'est un groupe qui va comprendre aussi les clients donc, qui utilisent ces puces-là, donc Dell, Broadcom, qui fait de la virtualisation sur x86 désormais, après son rachat de VMware, puis il y a aussi Lenovo, Google, Dell, Meta, Microsoft, voilà, tous ceux qui font beaucoup de logiciels sur x86, ou qui font beaucoup de machines avec ces puces-là. Alors ça sert à quoi ? Ça va permettre de mettre ces différences de côté, quoi, et de créer des trucs comme des standards, des nouvelles instructions, bref, des nouveautés qui pourraient profiter à tout l'écosystème et qui pourraient être définies et adoptées plus vite
et de manière plus harmonieuse que si tout le monde se la jouait perso, quoi. Alors pourquoi faire ça alors que le x86 existe techniquement depuis 46 ans? La réponse tient en 3 lettres, hein, ARM évidemment, donc ARM qui domine déjà le marché mobile, qui grignote significativement celui des serveurs, hein, puisque Nvidia par exemple utilise des serveurs qui sont basés sur ses propres GPU et sur ses propres CPU qui sont en ARM. Amazon, Google, Microsoft et Meta ont ou auront bientôt leurs propres puces serveurs qui sont aussi en ARM maison. Dans le grand public, Apple est passé en ARM, et pour couronner le tout, avec Qualcomm et les nouveaux Copilot PC, ARM essaye de se faire quand même une place aussi sur le marché grand public PC Windows. Et il n'a jamais été dans de meilleures conditions pour y parvenir d'ailleurs. Conclusion, ça sent le gaz. Et donc l'hiver vient, alors voilà, les royaumes ennemis de Westeros essaient de resserrer un peu les rangs face au marcheur blanc, qui est plus ou moins tout seul, là c'est un seul marcheur blanc. Ah ben non, il y a Risk 5 aussi. Ah mais oui, bon, c'est encore un bébé lui, c'est encore un bébé. Il arrivera doucement mais sûrement, on l'a vu venir depuis bien trop longtemps. On continue avec le robot qui semble, allez, finalement pas si convaincant que ça, Guillaume. Moi j'ai un petit peu de mal à être convaincu par cette proposition. Et moi donc, c'est Moley Robotics, qui est une boîte anglaise qui redéfinit ce qu'est un robot de cuisine, puisque le sien, c'est un bras robot de cuisine avec une pince, 3 jointures et tout ça, et qui peut te faire cuire des trucs à la poêle ou à mijoter des bons petits ragoûts comme Mamie. Enfin bon, à la différence de Mamie, ce robot ne sait pas couper les légumes. Et donc, tu dois tout préparer à l'avance et tout mettre tous les ingrédients dans des endroits bien précis, très précis même, parce que, encore une fois, à la différence de Mamie, ce robot n'a pas d'yeux, et donc il fera pas la différence entre des cubes de viande et des morceaux d'ananas. Un petit peu comme ceux qui ont inventé la Wayenne. Et en plus, le robot doit avoir un plan de travail complètement adapté. En gros, faut refaire ta cuisine, quoi, alors que Mamie s'adapte très bien à tout environnement. Si j'ajoute que ce bras robot coûte plus de 100 000 balles, je pense que la victoire de Mamie est absolument écrasante face au robot. Mamie coûte cher parfois. Bon, pardon. Peut-être, ouais, mais bon, moi je dis Mamie 1, robot 0. Ouais. Je vais être honnête, hein, ce truc est un gadget pour gens trop riches, dont je comprends pas trop l'utilité, parce que qu'est-ce qui est chiant dans la cuisine? Éplucher les légumes, c'est chiant. Couper les oignons en pleurant ta race, c'est chiant. Tout foutre dans la casserole, allumer le gaz et remuer de temps en temps en faisant style que t'es un grand chef, c'est pas le plus chiant. Et c'est l'unique truc que sait faire ce robot. Tu dois tout préparer, pareil que d'habitude, tout conditionner minutieusement dans des boîtes en plastique et les mettre précisément sur les bonnes étagères qui te font un schéma pour pas te planter dès que t'as plus de 2 ingrédients. Et après, le truc, il verse automatiquement dans la casserole. Mais gars, moi aussi j'ai des mains, tu sais, je suis pas à ça près, quoi. Donc, ouais, très très bizarre leur machin. Quand il faut regarder la vidéo en fait de démonstration. Alors là en plus c'est pas une recette extrêmement compliquée, c'est quand même la cuisson d'un steak. Hein. On va pas aller plus loin que ça. Et le robot, alors déjà la vidéo est longue, regardez-la en x2, c'est très très long. Et alors le robot, en plus, fait des trucs assez aberrants. Tu mets autant d'huile toi quand tu fais cuire un steak, Guillaume? Je sais pas, t'as vu la quantité d'huile qu'il met? Il met au moins 1 centimètre d'épaisseur d'huile dans le fond de la poêle. On dirait qu'il fait des frites. Alors ensuite, voilà, il pose le steak, très bien. Il attend que ça cuise, il le retourne, très bien. Et puis ensuite, il le sort. Tout ça pour ça. Allez, il va nous falloir plus convaincant que ce robot ménager pour être enthousiasmé par la robotique, Guillaume. Et peut-être que le salut dans ce domaine vient dans un autre mariage, c'est pas celui, en tout cas, c'est pas un rapprochement et un partenariat comme celui d'Intel et AMD, mais quand même, Boston Dynamics et Toyota. Ouais, parce que bon, moi des robots qui me font des trucs, je veux dire, voilà, un Optimus qui arrive et qui sait m'éplucher les oignons pour moi. Moi, je veux bien, tu vois, il n'y a pas de souci. Bah oui, il y a pas que Tesla sur le coup, hein, pour faire des robots comme ça. Il y a Boston Dynamics aussi, ils ont montré un robot humanoïde 100% électrique et qui est vraiment très prometteur cette année, avec des capacités de mouvement aussi pratiques que perturbantes. Et on avait parlé par ailleurs aussi des recherches de Toyota sur les modèles prédictifs de comportement. En gros, une sorte de grosse IA multimodale, comme on les connaît, quoi, mais à laquelle on rajouterait la modalité comportement, quoi, motricité du robot. Google est aussi sur le coup, hein, c'était RT2, donc il avait RT1 et RT2 qu'il avait présenté, et donc il y a un avenir pour ces LBM, comme on les appelle déjà, hein, c'est-à-dire les Large Behavioral Models, donc les grands modèles de comportement, qui pourraient à terme conjuguer la généralité des modèles multimodaux d'aujourd'hui avec l'agilité des robots d'Atlas. Enfin des robots Atlas, quoi. Et c'est pour ça que Boston Dynamics fait un partenariat avec Toyota, parce que ils ont déjà fait pas mal de progrès sur les LBM, Toyota. Et Boston Dynamics, lui, depuis très longtemps, il est très très fort sur le mouvement. Sur la motricité, il maîtrise ça très bien. On ne compte plus les vidéos incroyables de cette boîte. Pour l'instant, c'est de la recherche pure. Il n'y a aucun produit, aucune intégration commerciale d'un LBM qui n'est officiellement prévu pour Atlas. Il va falloir apprendre
Évidemment, hein, il faut apprendre comment l'autre travaille, il faut mettre les choses en commun, mais ça pourrait aller relativement vite et on pourrait, par exemple, avoir bientôt des protos qui vont pouvoir imiter très précisément et très vite des suites de mouvements. Tu pourrais montrer un robot Atlas à faire une tâche, il pourrait la reproduire assez rapidement, parce que c'est ce qu'on a vu hein, vraiment chez Toyota. Et plus tard, on pourrait avoir des trucs encore plus évolués, des trucs un petit peu à la Google, à la RT2, avec des robots qui s'orientent vers plus de généralité, quoi, hein. C'est la prochaine frontière, hein, de toute façon, hein, marier les IA et les robots, et les connaissances des IA et les capacités des robots, quoi. Et s'il y a des boîtes qui sont bien placées pour aboutir à ce genre de truc, aboutir à quelque chose comme ça, c'est vrai que c'est Boston Dynamics et Toyota, ils en font partie, quoi. Donc j'ai bon espoir, j'ai vraiment bon espoir de plus avoir me braquer d'oignons dans la prochaine décennie, donc elle est encore 10 ans à tenir. J'ai un super pouvoir, moi, pour pas pleurer quand je coupe des oignons. En fait, je porte des lentilles de contact. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça me protège du larmoiement Ah, c'est des lentilles oignonesque. intégrales, elles prennent Ah tout l'œil. C'est pour ça. Du coup, je suis de corvée de coupage d'oignons dans la maison autant que possible, du coup. Ouais. Allez, on termine cette rubrique robotico-culinaire et on va terminer avec une ultime rubrique qui nous permet de nous tourner un petit peu les regards vers l'Orient, vers les pays plus asiatiques. Et on va commencer à parler, j'en étais sûr, Guillaume, que t'en parlerais, de ce robot mignon peluche qui sert à quoi, Guillaume? C'est la question, c'est la question. On continue effectivement avec les robots super évolués et on part au Japon pour vous parler de Moflin. Alors Moflin qui est certainement le robot qui fait le moins de trucs au monde, hein. Alors ouais, je sais, on parle de robots, de Japon qui est le pays des robots. Et je sais, mais le Japon, c'est aussi le pays des Tamagotchi et des coussins géants Hatsune Miku, c'est aussi le pays du gadget et de la solitude. Et donc dans le pays de Moflin, enfin dans le pays de voilà, le pays de Moflin, c'est le pays de Casio, c'est Casio qui fait Moflin. Et Moflin, c'est quoi? Ça a l'air d'être une boule de poils toute mignonne, sortie d'un Ghibli un petit peu, qui fait autant de trucs que certains persos Ghibli, hein, c'est-à-dire se dandiner de manière mignonne et couiner, quoi. Moflin a des mouvements très naturels, enfin, il a un mouvement très naturel, parce qu'à part bouger la tête très naturellement, c'est vrai, il fait quand même pas grand-chose, mais il est mignon. Bon, il coûte quand même 400 balles, et Casio a le front de rajouter un abonnement pour des réductions sur la réparation ou des fourrures de remplacement. Bon, écoute, ok, c'est quand même 40 balles par mois. Et mais bon, Moflin est censé avoir une IA, parce que, bien sûr, il reconnaît ta voix et adapte son comportement. Je sais pas, il se dandine plus ou moins vite, il couine plus ou moins fort. Ses humeurs étant surtout visibles sur l'application qui va avec, hein, puisqu'évidemment il a une expressivité quand même assez limitée, le Moflin. Donc il a une appli qui, globalement, est une appli Tamagotchi, voilà, et puis vous avez une Tamagotchi avec des poils. C'est vrai qu'on peut rester assez dubitatif devant ces trucs qui me rappellent franchement les phoques robots qu'on proposait dans certaines maisons de retraite, au Japon et peut-être ailleurs d'ailleurs. Il y a quelques années de ça, je pense, je te souviens, on a vu quand même pas mal de ces trucs passer aux infos. C'est vraiment vendu comme un support émotionnel, mais dans une boîte. Toujours avec toi, je suis, quelle que soit ton humeur, je suis toujours avec toi, tu peux tout me dire, je peux tout entendre. Bah ouais, t'es un objet, donc encore heureux, hein, mais bon, après, bon, c'est une sorte de nounours 2.0, quoi. Ton nounours aussi, hein, sera toujours dans ton cœur, après tout. Ben là, c'est un nounours qui pourrait être, voilà, qui pourrait effectivement bouger un petit peu plus. Ça pourrait plaire beaucoup aux gamins, en réalité, ce genre de truc. On En fait, demandera. je regarde les machines de compagnie depuis un moment, depuis le chien Aibo hein, de Sony, Ouais. et finalement ça n'a jamais vraiment décollé, et peut-être que Moflin pourrait être une nouvelle vague, hein, un peu moins chère, un peu plus accessible, avant que la moindre poupée puisse parler avec la voix de Scarlett Johansson et raconter sa vie, parce que ça va arriver probablement, peut-être Moflin est peut-être pas mal, ça pourrait plaire à des gamins, non? Ouais, ou un chaton, ça marche bien aussi. Pardon, excuse-moi. Le chaton il va le déchiqueter, non mais le chaton il va le déchiqueter. Ça c'est clair, il va le défoncer. On demandera peut-être là aussi à immigrer au Japon sur Discord ce qu'ils pensent de ce type d'appareil. Je ne doute pas une seule seconde qu'il y a une bonne partie là aussi des Japonais qui va probablement se ruer dessus. Les GPU de la Discord, Guillaume. Oui, alors selon Bloomberg, les États-Unis se tâteraient pour savoir s'ils vont restreindre les livraisons de matériel électronique de pointe pour les pays du Moyen-Orient, en particulier les GPU pour entraîner les grosses IA. La raison serait un lourd soupçon de contrebande de certains acteurs avec la Chine. Alors, c'est un gros souci, parce que bon, d'un côté, c'est difficile d'absolument tout contrôler, partout, même si effectivement les Chinois, ils pourraient acheter sous couverture des GPU au Moyen-Orient, voilà, ce serait possible. Mais si c'était ça, évidemment, leur embargo, il servirait pas à grand-chose. Il nuirait à beaucoup de monde pour rien. Et il nuirait d'ailleurs même à eux les premiers. D'un autre côté, restreindre trop durement le Moyen-Orient, c'est très compliqué parce qu'il y a pas mal de pays riches qui achètent des masses de matos américains là-bas, hein. Nvidia va fournir le Qatari Telecom, il va fournir Qatari Telecom,
donc là les télécoms qataris, Mhm. et aussi Aramco, le géant du pétrole saoudien, et l'Arabie saoudite, ainsi que les Émirats arabes unis. Ils se sont lancés à fond dans la course à l'IA, eux aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a les Falcon, une famille de LLM qui a été entraînée par les Émirats arabes unis. Il y a G42 là-bas, une boîte d'intelligence artificielle d'Abu Dhabi, qui représente 90% des ventes de Cerebras. Cette fameuse boîte dont on parle souvent, qui fait des puces géantes exclusivement pour l'IA, ils en ont acheté pour 900 millions de dollars cette année. Il y a Grok, autre prestataire d'inférence qui a signé un énorme contrat avec Aramco aussi, et Microsoft lui-même a investi 1,5 milliard dans G42. Donc taper trop fort avec des restrictions d'exportation ou de business, ça ferait beaucoup de mal à l'économie américaine en premier. Déjà qu'ils ont fait du mal à l'économie des Pays-Bas et que, bah voilà, évidemment, hein, Nvidia, il aimerait bien pouvoir vendre encore beaucoup plus de GPU aux Chinois. Mais bon, l'embargo sur la Chine, poussé par les US, là, on a vu ce que ça a fait avec ASML, quoi, hein. ASML, donc, aux Pays-Bas, il est privé de très gros clients à cause de ça, hein, et donc il est dans une position très paradoxale en ce moment, ASML, puisqu'il est leader technologique incontesté sur sa catégorie, il est irremplaçable. Ouais, c'est on Genre, rappelle, hein, c'est la boîte qui fabrique en gros les appareils qui permettent de faire quelque part les processeurs. exactement, il fabrique des gros appareils de photolithographie qui sont indispensables pour faire, ils sont irremplaçables et indispensables pour faire les puces de top niveau aujourd'hui, quoi, hein. Et bon, malgré ça, il voit son action baisser sévèrement, là, ce dernier trimestre. Et alors, c'est le délire de la bourse aussi, hein. ASML voit son chiffre d'affaires chuter, mais c'est pour une raison qui est assez simple, hein. Les Chinois ont fait des stocks et donc ils ont fait d'énormes commandes avant l'embargo, et maintenant, bah, ils peuvent plus acheter. Donc, bah, du coup, ça fait un gros trou dans les comptes. Tout ça pour dire que les mesures américaines ont des conséquences qui sont très réelles un petit peu partout dans le monde et que bon, les efforts consentis par les partenaires pourraient passer d'autant moins bien si les restrictions sont pas efficaces. Et d'un autre côté, si les restrictions sont trop efficaces, bah après, voilà, il faut couper aussi des gros trucs qui sont, enfin, des gros canaux qui sont importants pour l'économie américaine et même ailleurs, quoi. On va terminer avec cette info qui a agité les commentateurs sur les réseaux sociaux. Un chiffrement cassé par un ordinateur quantique. J'ai déjà entendu ça, Guillaume. Alors, vrai ou pas vrai? Bon, on a vu passer effectivement ça sur plusieurs sites, hein. Les Chinois ont réussi à craquer un chiffrement de niveau militaire. C'est même carrément le titre de l'article que je mets dans les notes de l'émission. C'est fou, mais c'est pas vrai. D'ailleurs, si les Chinois avaient vraiment réussi à le faire, ils nous le diraient pas, et vous ne le liriez pas C'est partout vrai, sur quand tu Internet. dis. T'as raison, j'y avais pas pensé. Ils seraient en train de faire chauffer leur machine voilà, pour l'utiliser au max avant que ça s'ébruite, hein. Ils seraient pas... Donc l'article d'origine est lié donc dans les liens des notes, et il y a un article, donc un article, alors, attention, dans le lien de la description, vous avez un article qui lie vers l'article original, qui est un article scientifique de mécanique quantique en chinois. Et donc là, on Eh se dit ben. que la soirée, elle va être longue, hein, Ah, vraiment. c'est vrai. Alors heureusement, l'abstract, le résumé, il est en anglais, et il suffit pour se rendre compte qu'en fait, ils ont été très malins, ils ont été très forts, mais que ça suffit pas du tout à craquer quoi que ce soit d'intéressant. Alors comment je le sais, c'est pas dur. Ils écrivent qu'ils ont réussi à utiliser une machine D-Wave pour factoriser un nombre de 50 bits. Enfin, des nombres entre 4 et 50 bits. Et ils peuvent factoriser ça avec un D-Wave qui est absolument pas fait pour factoriser quoi que ce soit. Et c'est ça l'exploit. D-Wave, c'est une machine qui est très connue, hein. Et c'est pas un ordinateur quantique. C'est une machine quantique, nuance. Elle n'est pas capable de faire toutes les opérations qu'on veut. C'est un système quantique dont on peut manipuler certains paramètres. C'est prévu surtout pour faire des optimisations quantiques, c'est-à-dire pour trouver, par les processus physiques purs, des minima d'énergie atteints par des systèmes qui sont en fait des sortes de grilles de qubits qu'on peut coupler entre eux de certaines manières, plus ou moins de certaines manières. Donc c'est très très spécifique, et le jeu consiste à mapper ton problème réel à ce système en fait, c'est-à-dire à trouver, si possible, hein, une manière de tordre de la question que tu te poses pour la mettre sous une forme qui peut être implémentée sur le D-Wave. Factoriser un nombre, c'est pas vraiment prévu, hein, par le D-Wave, mais les Chinois ils ont réussi à le faire, et c'est ça l'exploit. Réussir à factoriser un nombre assez grand, hein, par des processus quantiques sur un truc qui n'est pas un ordinateur quantique. Parce que si c'était un ordinateur quantique, en fait, on saurait déjà le faire. Mais bon, enfin, comme on n'a pas d'ordinateur quantique avec beaucoup de qubits stables, ça sert pas à grand chose de le faire, mais on pourrait le faire, on sait le faire. 50 bits, c'est un nombre qui est relativement grand dans l'absolu. Mais c'est très largement trop petit pour pouvoir craquer un code RSA, hein, qui est la technique de chiffrement qui est mentionnée dans l'article. Les RSA utilise des clés de 2048 bits. Donc il manque encore 2000 bits quand même, hein, pour menacer qui que ce soit. Donc le danger pour la cryptographie, il n'est pas plus grand après la publication de cet article qu'avant. On le sait, on le sait, que dans le principe, oui, les machines quantiques peuvent être un souci pour les anciens algorithmes. On le sait depuis longtemps, et pour le moment, aucune machine n'a assez de qubits pour être une menace tangible, et on n'a pas un horizon clair du tout de quand ça pourrait arriver.
C'est toujours pas le cas, ça avance, mais doucement. Et pendant ce temps, de toute façon, il existe déjà des algorithmes qui sont résistants à ce type d'attaque, des chiffrements post-quantiques qui ne possèdent pas de vulnérabilité connue, que ce soit pour les machines normales ou pour les machines quantiques. Et donc les algos post-quantiques, d'ailleurs, sont en cours de déploiement, pas partout, mais ça commence. Eh ben écoute, il faut surveiller ça pour quand même commencer à paniquer tôt ou tard, Guillaume, je l'imagine. Mais en tout cas, merci de relativiser cette information qu'on a vu passer un petit peu partout dans l'actualité tech. Merci beaucoup, Guillaume, pour avoir préparé cet épisode supplément ainsi que l'épisode hebdomadaire. Merci d'avoir supporté mes coupures durant les enregistrements des épisodes de cette semaine. Je vais évidemment surveiller tout ça, Guillaume, pour éviter qu'on soit à nouveau pénalisé. En attendant, on ne peut qu'inviter nos auditeurs, si jamais ils sont convaincus d'avoir passé un bon moment et d'avoir été informés en écoutant Tech Café, que ce soit là aussi pendant l'épisode hebdomadaire ou supplément, de venir sur patreon.com/techcafé. Toutes les infos leur permettront... Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une coupure. Encore? Mais moi, j'ai pas... Là. Mais c'est revenu spontanément. Ah, d'accord. Elle était longue, la coupure, ou pas? Non, elle a duré 5 secondes. Bon, écoute, en tout cas, moi, j'ai pas de coupure dans l'enregistrement, j'ai l'impression, je surveillerai. Merci beaucoup. Ah si, peut-être. Bon, bref, merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. On vous rappelle aussi que vous pouvez discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord, patreon.com/techcafé pour les soutiens. Et bien entendu, nous retrouver à titre individuel. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, on me retrouve un petit peu partout en essayant de trouver quelle sera ma future liseuse. Couleur, pas couleur, grand format, petit format, je ne sais pas encore. Couleur, je suis sûr, tu vas regarder. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouverez sur Blue Sky, sur le serveur Discord, et puis probablement sous mon bureau, en train de débrancher des câbles et d'en remettre pour essayer de faire des tests et de vérifier qu'est-ce qui flanche là dans mon installation. Mais qu'est-ce qui se passe? Il va falloir que je règle ce problème. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.